Bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on a une collection assez fascinante, je trouve. Ah oui. Qu'est-ce qu'on a au programme alors? Alors, on a des manuels techniques d'époque, comme celui du Commodore Basic 4.0. On a aussi un guide d'émulateur, VIS, plus moderne. Mmh. D'accord. Et puis, une étude sur la formation aux jeux vidéo en Afrique. Et le clou du spectacle, peut-être, des pages du magazine culte français Tilt. Ah, Tilt. Toute une époque. Exactement. Notre mission, si on l'accepte, c'est d'en extraire un peu l'essentiel, pour saisir l'effervescence de ses débuts technologiques, culturels, Mmh. et voir comment cet héritage, il résonne encore aujourd'hui, même très loin, jusqu'en Afrique. Bon, on se lance. Allons-y. Par quoi on commence? Tilt, hein? Pitfall, Frogger, Décathlon, partout, avec des visuels très colorés, qui essayaient de capturer la fièvre des salles d'arcade. Oui, on sentait cette volonté de ramener l'arcade à la maison. Tout à fait. Et on découvre aussi les périphériques, les joysticks Wiko, tu sais, The Boss. Ah ouais, le fameux boss. Et le commande contrôle. Indispensable. Voilà. Ou même le stylo optique pour le TO7. Ça promettait une interaction révolutionnaire à l'époque. Ce qui est frappant, justement, c'est cette connexion très forte entre l'arcade et la maison. Activision, par exemple. Oui, ils en parlent dans les sources. Exactement. Présentée comme pionnière américaine du logiciel indépendant, fondée en 79, ils adaptaient leur succès sur ces nouvelles machines personnelles. Hmm. Et il y a cette anecdote, assez incroyable, tirée des sources, un passager qui joue sur son ordi dans un avion. Ah oui, j'ai vu ça. Ça crée presque la panique. Carrément. L'équipage a cru un instant que le jeu interférait avec les systèmes du Boeing 727. C'est fou. Ça montre bien la fascination, mais aussi peut-être une certaine méfiance, face à cette technologie qui débarquait partout. Et j'imagine que la technologie derrière ces jeux, c'était pas tout à fait la même qu'aujourd'hui. Le manuel Commodore Basic 4.0, il nous aide à comprendre ça. Tout à fait. C'était vraiment l'ère de l'interaction directe. On tapait les commandes. Load, save, print, Les bases. voilà. Et surtout, il y avait cette commande magique. Poke. Poké, explique-nous. Poker, ça permettait d'écrire une valeur, un nombre, directement à une adresse mémoire bien précise de l'ordinateur. Ah, d'accord. Très proche de la machine alors. Exactement. Très proche du métal, comme on dit. Ça donnait un contrôle direct sur le matériel, le son, les graphismes. Mais bon, ça demandait de connaître la machine sur le bout des doigts. Une philosophie assez différente d'aujourd'hui avec toutes les couches logicielles. Complètement. C'est assez éloigné des moteurs de jeu et des abstractions qu'on a maintenant. Et c'est cette expérience authentique, ce fonctionnement si particulier que des projets comme l'émulateur Vice essaient de préserver aujourd'hui. C'est exactement ça. Le manuel de Weiss y détaille bien la complexité de la tâche. J'imagine. Il faut gérer les différentes images ROM, en gros les logiciels système, des lecteurs de disquettes, les fameux 1541, 1571, 1581. Recréer le son si typique de la puce SID du Commodore 64 ou l'affichage géré par le processeur vidéo VIC-2. C'est un énorme travail d'archéologie numérique en fait. Pour offrir une expérience fidèle. Voilà, le but c'est ça. Et alors, c'est intéressant parce que pendant que des passionnés préservent cette histoire très marquée Europe-États-Unis finalement, Mhm. nos autres sources, les académiques, nous montrent qu'une autre histoire s'écrit en ce moment même sur un autre continent. Oui, et c'est un point vraiment important. L'étude comparée sur la formation aux jeux vidéo en Afrique, elle révèle un paysage très dynamique. C'est-à-dire. Bon, l'Afrique du Sud avait déjà des formations universitaires établies, le CAP, WITS, mais on voit émerger plein d'initiatives plus récentes ailleurs. Comme quoi, par exemple? L'Africa Game Coding School au Sénégal, qui bosse avec Unity, un des gros moteurs de jeux mondiaux. D'accord. Au Nigeria et au Ghana, ce sont souvent les studios locaux comme Lady Arts ou Malio qui assurent la formation en interne. Ils forment leurs propres équipes. C'est ça. Et même les géants mondiaux comme Epic Games investissent. Ils ont lancé une formation panafricaine sur leur moteur, l'Unreal Engine, basé en Tunisie. Ah oui, quand même. Mais est-ce que ces formations, elles cherchent juste à copier les modèles occidentaux ou est-ce qu'il y a un potentiel pour créer quelque chose de nouveau? C'est toute la question. Et c'est ça qui est passionnant. Au-delà du simple rattrapage technique, il y a un potentiel énorme. Mais quel? Ces nouveaux centres pourraient non seulement former des talents locaux, mais aussi, et surtout, favoriser l'émergence de jeux vraiment ancrés dans les cultures, les récits africains. En utilisant les outils modernes comme Unity ou Unreal. Exactement. Peut-être en sautant par-dessus certains héritages technologiques ou économiques qui ont freiné d'autres régions. C'est une chance de voir une vraie diversification de la création mondiale. Même s'il reste des défis, j'imagine. Infrastructure, marché. Bien sûr, les défis sont importants, c'est clair, mais le potentiel est là. Bon, alors, si on essaie de résumer un peu tout ça, qu'est-ce qu'on retient de cette plongée?
D'abord, l'excitation des débuts, années 80, la micro, les jeux vidéo, très palpable dans Tilt. Oui, cette effervescence. Ensuite, la technologie derrière tout ça. Le basic, l'interaction directe. Et ce fameux poke. C'est ça, puis les efforts considérables aujourd'hui pour préserver cet héritage numériquement avec des outils comme Vice. Un travail de mémoire essentiel. Et enfin, cette globalisation de l'industrie avec l'Afrique qui devient un nouveau territoire de formation et peut-être, on l'espère, de création originale forte. Tout à fait. Et pour laisser peut-être une question en suspens, ce contrôle direct, cette simplicité presque, brutale, des outils comme Poke à l'époque. Oui. Si on compare ça aux moteurs de jeu actuels, qui sont hyper puissants, mais aussi bourrés de couches d'abstraction, on peut se demander qu'est-ce qu'on a vraiment gagné en facilité, en possibilité? Et qu'est-ce qu'on a peut-être perdu en compréhension profonde, en maîtrise directe du matériel, dans cette évolution du développement de jeu? C'est une excellente question pour finir. Ça laisse matière à réfléchir.